l'honneur et la joie d'accueillir Madame Schmitt-Tartali, qui est ministre conseillère, chef adjointe de mission à l'ambassade de Suisse à Rome. Nous avons Madame Enda Yezei, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi près le Quirinal et représentante permanente du Burundi auprès des agences onusiennes basées à Rome. Nous accueillons aussi M. Tine, ambassadeur du Sénégal près le Saint-Siège et près de l'Ordre de Malte. Madame Antoniali, du Québec, attachée aux affaires publiques et institutionnelles au sein de la délégation du Québec à Rome. Madame Zouaine Rouget, ingénieure analyste fonctionnelle auprès du Programme alimentaire mondial. Et enfin, Monsieur Bertrand, expert forestier international spécialiste au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Nous avons aussi autour de cette table des élèves, des enseignants, des parents d'élèves et tout le public qui aura souhaité nous rejoindre en direct sur cette plateforme, mais sachant que ces interventions seront captées pour ensuite être proposées au grand public. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, et en fait, en le faisant, nous y entrons déjà, j'aimerais demander à nos différents intervenants s'ils veulent bien se présenter en indiquant que recouvre leur mission à Rome, en prenant l'ordre des présentations, à savoir Madame Schmitt-Tartali, pour commencer. Monsieur le directeur, bonjour, merci beaucoup. Ça m'a fait un grand plaisir d'être ici parmi vous et je voudrais bien saluer tous les intervenants et également tous les enseignants et les élèves. Bonjour, mesdames ambassadeurs, messieurs ambassadeurs. Moi, donc, je suis à Rome depuis 2017. Je suis de la Suisse. La Suisse, c'est un pays plurilingue. Donc, ce n'est pas le français qui est ma langue maternelle, mais je viens de Bâle, donc c'est l'allemand. Donc, c'est le plurilinguisme et la diversité linguistique qui fait aussi partie proprement de la francophonie. Et je travaille ici dans les affaires diplomatiques. Ça veut dire les relations bilatérales entre la Suisse et l'Italie. Donc, c'est l'ambassade auprès du Quirinal. Et nous travaillons dans tous les sujets politiques, économiques, culturels pour renforcer les liens entre la Suisse et l'Italie. Et l'Italie, c'est notre pays voisin. Donc, nous avons des relations très étroites et très intenses. Avant de venir ici à Rome, j'étais au Sénégal et permettez-moi de saluer particulièrement l'ambassadeur Tine parce qu'on a eu un grand joie et plaisir de travailler ensemble pendant mes années que j'étais au Sénégal. Et j'étais également au Maroc, donc l'espace francophone dans le monde. Ça m'a fait un grand plaisir d'y travailler. Et maintenant, je suis heureuse d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Enda Yezei pour le Burundi. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Et merci, monsieur le directeur, de me donner la parole. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de me joindre à vous dans cette table ronde. Et comme le directeur l'a déjà dit, je m'appelle Espérance Ndaïzeye. Je suis ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi près de l'Italie et représentante permanente du Burundi auprès de la FAO, du PAM et du FIDA. Ma mission consiste au renforcement des capacités, au renforcement des relations bilatérales entre le Burundi et l'Italie et multilatérales avec les agences dont je suis la représentante permanente du Burundi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup, Monsieur le directeur, Monsieur Benoît Bonnet. Je salue également tous les participants. Je me réjouis de prendre part à cette importante réunion qui célèbre la francophonie et je suis très heureux d'y participer aux côtés de collègues que je retrouve encore. Je salue de nouveau son Excellence
Madame Dagmar Schmidt, qui fut ambassadeur de Suisse à Dakar, comme elle l'a dit, et avec qui nous avons beaucoup collaboré sur des questions d'intérêt mutuel, notamment sur la justice juvénile et l'incarcération des femmes dans les prisons. Comme vous l'avez dit, je suis ambassadeur du Sénégal près le Saint-Siège et près l'Ordre de Malte depuis septembre 2019. Le Sénégal a ceci de particulier parmi les nations africaines. Nous avons été la première nation après l'indépendance à demander l'établissement des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. C'était en 1961. Et cette année, nous célébrons le 60e anniversaire de ces relations. Principalement, ma mission près l'Ordre de Malte et près le Saint-Siège, mais surtout près le Saint-Siège, c'est de soutenir les priorités du Saint-Père ou du Saint-Siège, notamment la construction de la culture de la paix, avec toutes ses déclinaisons, culture de la paix à laquelle le Sénégal a toujours attaché beaucoup de prix et dont il saisit également toute l'importance dans les rencontres internationales. Voilà principalement ce qui est ma mission ici. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Madame Antonielli, pour le Québec. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite d'emblée vous apporter les salutations chaleureuses de Madame Mariana Simeone, qui est la déléguée du Québec en Italie. Et c'est également en son nom que je vous remercie, Monsieur Bonnet, pour cette aimable invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, non seulement pour célébrer notre langue, le français, mais aussi les valeurs de la francophonie, des valeurs qui nous unissent. Permettez-moi aussi de vous dire à quel point je suis heureuse de rencontrer les étudiants de l'Institut Saint-Dominique. Je considère que de pouvoir étudier et échanger avec les jeunes étudiants est un véritable privilège. Comme l'a bien dit M. Bonnet, donc, je m'occupe des affaires publiques et institutionnelles à la délégation du Québec en Italie. Le gouvernement du Québec, c'est quelque chose que tout le monde n'est pas familier avec ça, a un réseau de représentation constitué par plus de 30 représentations dans le monde, qui sont là, bien évidemment, pour faire rayonner le Québec, pour promouvoir ses intérêts dans tous les secteurs. Et bien évidemment, nous sommes ici en Italie pour renforcer nos liens avec le gouvernement italien, mais aussi avec les autres niveaux de gouvernement, que ce soit des gouvernements régionaux ou des villes. Ainsi, nous sommes occupés au quotidien dans l'organisation d'activités culturelles, la recherche d'opportunités d'affaires pour nos entreprises québécoises ici en Italie, le développement de collaborations dans les domaines de la recherche, de l'innovation, ou bien pour la promotion de l'offre éducative québécoise, des programmes d'immigration, ou encore pour bien évidemment, surtout au cours du mois de mars, nous profitons vraiment pour organiser des activités soulignant la francophonie, qui est bien sûr au cœur de notre identité et de notre action à l'international. Nous faisons d'ailleurs part ici à Rome. D'ailleurs, je salue les ambassadeurs et Madame Schmidt. Nous faisons d'ailleurs part du groupe des ambassades francophones ici à Rome, avec lequel nous organisons chaque année des activités soulignant la francophonie. Merci. Merci à vous et transmettez bien également mes amitiés à Madame Simeone et cette délégation du Québec avec qui nous travaillons beaucoup sur l'orientation en effet des étudiants. Nous savons que le Canada et le Québec en particulier attirent beaucoup de nos élèves, mais nous en reparlerons, n'anticipons pas. Madame Zouane Rouget, vous avez la parole. Bonjour à tous, merci Monsieur Bonnet, je suis ravie de faire partie de cette table ronde. Donc, je me présente, je suis libanaise, donc un autre pays francophone aussi, et je travaille au Programme alimentaire mondial ici à Rome depuis 2014. Donc, le Programme alimentaire mondial, c'est une agence des Nations Unies, le siège social, il est à Rome, et c'est la première organisation humanitaire qui lutte contre la faim. Donc,
nous allons fournir des aides alimentaires dans les situations d'urgence, mais aussi on va travailler avec les communautés pour améliorer la nutrition et renforcer la résilience. Probablement, vous le savez, mais en 2020, le Programme alimentaire mondial a reçu le prix Nobel de la paix pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix et surtout pour ses efforts qui visent à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre. Personnellement, je suis analyste fonctionnelle et système dans l'équipe informatique au PAM. Donc, ma mission principale, c'est vraiment d'analyser les besoins des différents services, des différentes unités au Programme alimentaire mondial et de proposer des solutions digitales, informatiques qui répondent aux besoins de faciliter, d'améliorer les procédures, etc. Donc, en fait, le programme alimentaire travaille avec beaucoup de pays, des pays en Afrique, mais aussi en Amérique latine, par exemple, avec le Haïti, où on va échanger beaucoup en français. Avant le programme alimentaire mondial, j'ai travaillé pendant plusieurs années à l'UNESCO à Paris. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup d'être parmi nous. À vous, Monsieur Bertrand. Bienvenue. Merci, Monsieur le Directeur, et bonjour à tous autour de la table ronde comme à l'école. Voilà, donc je m'appelle Damien Bertrand, je suis ingénieur forestier de l'École nationale des eaux et forêts, qui s'appelle maintenant AgroParisTech, donc en France. J'ai commencé à travailler dans le secteur privé, puis dans le public en tant que fonctionnaire d'État du ministère de l'Agriculture. Et donc, je suis passé par l'Office national des forêts, par des directions départementales du ministère, donc une carrière très franco-française, j'allais dire exclusivement francophone, jusqu'à 2018, c'est-à-dire plus de 15 ans. 2018, où je suis arrivé à la FAO. Alors, je dis FAO parce que c'est plus facile, c'est plus clair et ça parle plus, mais je ne devrais pas. Je devrais dire, comme l'a dit Monsieur le Directeur, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, l'OAA, et donc qui porte sur des sujets mondiaux concernant l'agriculture et l'alimentation. Donc la FAO a presque 200 États membres et le siège de la FAO, Agence des Nations Unies, est à Rome comme pour le Programme alimentaire mondial. Je me suis essayé, mais sans trop déflorer les sujets suivants, à avoir quelques éléments sur la langue à la FAO, parce que pour moi, donc, arriver à la FAO à une quarantaine d'années a été un grand saut, un grand bond, dans la mesure où je ne connaissais pas l'international et où l'anglais datait de quelques stages linguistiques, très intéressants d'ailleurs, et quelques stages professionnels pendant mes études. Donc voilà, le français est bien une des 6 langues officielles de la FAO. C'est également une langue de travail de la FAO. Donc j'allais dire, entre guillemets, je suis habilité à parler français où bon me semble. Après, dans la réalité, je dirais que l'essentiel des réunions est en anglais. Pas nécessairement non plus en italien, malgré la situation géographique. Petite étude malgré tout sur les réunions qui sont interprétées, c'est-à-dire où il y a une traduction orale. Sur les 300 de l'année dernière, les 3/4 ont été aussi interprétés en français, c'est une bonne chose. D'autres chiffres sur la bibliothèque, et je m'arrêterai à ces chiffres-là. La bibliothèque comporte 28 000 volumes en français, dont les plus vieux sont l'encyclopédie et un autre livre de Duhamel du Monceau de 1755. Et la bibliothèque en est très fière. Mais ces 28 000 ouvrages ne sont même pas 10% de tous les ouvrages, et notamment des ouvrages anglophones. Et quand on va chercher dans les notices de référence bibliographique, le français ne représente plus qu'en source même pas 1% de la documentation. Voilà pour une première illustration. Merci beaucoup, vraiment. Alors, maintenant que les présentations sont bien faites, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je rappelle qu'il y a un chat, comme on dit, un fil de discussion, hein, gardons vraiment le vocabulaire français le plus possible, bien entendu, un fil de discussion qui permet d'intervenir, de poser des questions. Élodie se chargera
d'isoler celles qui ne seraient pas traitées lors des différentes interventions pour, avec le temps qui le permettra, auxquelles nous pourrons et nos intervenants pourront répondre à l'issue de ces échanges. L'esprit de cette table ronde, hein, c'est, comme son nom l'indique, je dirais, même si nous sommes chacun isolés derrière notre écran, eh bien, c'est un esprit d'échange, de débat, de rencontre. Et s'il y a un cadre propre à organiser cette discussion, il est très important que chacun puisse entrer dans ce débat de façon très libre et très détendue, si je puis dire. Alors, pour commencer, je vous propose d'observer une carte que l'on trouve sur le site de l'Observatoire de la francophonie. Alors, vous me pardonnerez si on ne voit pas bien dans le détail. L'important, c'est plutôt de considérer l'ensemble parce que ça pose déjà une première réalité du français dans le monde. Hein, le français, la francophonie, hein, c'est 300 millions de personnes dans le monde qui parlent francophone, le français, excusez-moi. Cette carte, évidemment, est le résultat d'une histoire de cette langue et du pays qui l'a portée à travers le monde. Ma question serait plutôt de ne pas considérer le passé, mais le futur et l'actualité. Pensez-vous que cette carte puisse prendre un chemin qui va tendre à élargir et multiplier la présence du français dans les parties du monde où il ne se trouve pas encore? Ou bien pensez-vous que c'est au contraire une tendance qui pousse à voir cette réalité dans une forme de diminution? Il serait intéressant d'entendre pourquoi. À cela, les raisons pourraient être, et je lance quelques pistes, et puis on va vous entendre. En tant que directeur de l'AEFE, cette agence de l'enseignement du français à l'étranger, si j'avais positionné sur cette carte toutes les écoles du monde de l'AEFE, et bien déjà, nous aurions des points répartis bien au-delà de ceux qui sont indiqués ici. Donc, l'éducation, hein, les écoles, et on sait que le président Macron a un projet très ambitieux du développement de ces écoles françaises d'ici 2030 dans le monde entier. On peut penser aussi évidemment au phénomène de mondialisation et à travers celui-ci, le phénomène migratoire qui verrait une partie de ces populations francophones se rendre dans d'autres parties du monde pour l'utiliser. Alors, pensez-vous donc, c'est ma question, que nous pouvons penser que le français tend ou peut prétendre à se développer davantage sur cette carte et cette réalité du monde? Je propose à M. Thine, par exemple, d'intervenir en premier, et puis ensuite à chacun d'entre vous, chers intervenants, de nous signaler comment vous souhaitez répondre à cette première question. Je ne sais pas si on m'a bien entendu, j'espère. Oui, on vous entend. Il faut que M. Thine réactive son micro. Et pour les intervenants qui souhaitent prendre la parole, je crois qu'il y a un système on peut lever la main, ou sinon directement sur le chat, ou tout simplement débloquer votre micro, prendre la Vous m'entendez? parole. Oui, ça y est. OK, merci. Voilà, merci, Monsieur le Directeur. Je voudrais juste prendre un petit aspect pour aborder la question. C'est à la suite de la pandémie Covid, le lien à la question de la santé globale. Il me semble qu'avec le réchauffement climatique, la dégradation des conditions environnementales, de plus en plus les épidémies vont être quelque chose que l'humanité va connaître de plus en plus. Or, le grand champ, quand je parle de santé globale, c'est le champ des maladies tropicales.
L'intérêt peut-être pour des pays francophones, en tout cas au niveau de l'Afrique, serait que dans la recherche, il y ait une mutualisation des efforts de la recherche, de sorte que les pays francophones deviendraient plus ou moins le centre attractif des programmes de recherche sur les maladies tropicales. Et de façon plus ou moins biaisée, le français deviendrait dans ce domaine une langue scientifique, une langue de travail. Parce que si je prends l'autre aspect du développement des industries extractives minières, on se rend compte que la plupart des compagnies qui interviennent dans ces pays parlent l'anglais. Et les jeunes de plus en plus vont vers la formation de l'anglais. Donc, juste, puisque c'est le contexte qui le veut ainsi, je parle de la COVID et je parle de la question de santé globale, les interactions qui peuvent se faire, les coopérations en matière scientifique pour la recherche en maladies tropicales peuvent amener de plus en plus de jeunes chercheurs chinois, américains, canadiens à plus s'intéresser aux Français, puisque c'est de là-bas que les laboratoires peuvent exister. Voilà de façon très spécifique comment je peux aborder la lecture de la nouvelle carte. Très bien, donc en fait, le français pourrait servir de véhicule, si vous voulez, de transport, si je puis dire, puisqu'on parle de ces problèmes de logistique aussi et scientifiques, de véhicule à la réponse à donner à une réalité du monde qui va se confronter aux problèmes du réchauffement climatique et des épidémies à l'avenir. Donc c'est en effet… Et puis, on peut avoir à l'esprit, bien sûr, nos institutions comme l'Institut Pasteur qui sont en pointe dans ces questions-là. Monsieur Bertrand a levé la main. Oui, volontiers. Merci, monsieur le directeur. J'ai trouvé très intéressant ce que venait de dire monsieur l'ambassadeur. Je pense qu'en effet, on a au niveau de l'équateur et des régions tropicales déjà beaucoup de pays francophones. Pour parler de la France, je sais que la France s'est aussi beaucoup impliquée dans cette zone, mais j'entends pas juste ou pas spécialement financièrement, même si c'est le cas, mais même en termes de recherche. Et pour parler de la forêt, on a notamment un centre qui s'appelle le CIRAD, qui est basé dans de nombreux endroits autour du monde. On a l'INRA, on a un certain nombre d'instituts de recherche qui sont très actifs dans ce domaine-là. Et l'aspect santé m'interpelle, et je pense que c'était aussi très bien de le présenter, parce que j'ai le sentiment, sans être là pour le coup un spécialiste du domaine, que quand il y a une crise, quand il y a quelque chose à résoudre, quand il y a des conflits aussi, il est quand même plus facile de pouvoir parler dans une langue qu'on comprend, déjà pour approcher les gens, pour pouvoir essayer de trouver un terrain commun. Alors, francophonie, voilà, c'est un terrain qui, je dirais, qui serait déjà ouvert pour pouvoir échanger facilement. Mais là, il y a peut-être aussi un enjeu à ce que le français, comme une langue véhicule, comme vous venez de le dire, finalement, comme un moyen, même si ce n'est pas la langue, je dirais, d'origine, enfin vernaculaire, ou la langue que parlent les intervenants, ça peut être justement une langue en commun, comme l'est peut-être d'abord l'anglais. Et il me semble, même si sur la carte, on voit que les pays qui ont le français en langue officielle, et il me semble que le français est aussi une langue qui est beaucoup apprise. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la deuxième langue qui, dans le monde, est apprise. Et en termes de communication, c'est aussi, enfin, je dirais que même si elle est peut-être 5e, 6e, je ne sais pas exactement quelle est sa place en termes de langue parlée, je crois savoir qu'avec Internet, qu'avec les affaires, qu'avec le niveau international, eh ben, elle gagne des places. Et donc, c'est loin d'être une langue du passé, même si peut-être par le passé, 18e, 19e, on a l'habitude de dire qu'en tout cas en Europe, la noblesse parlait français. Enfin, je pense que c'est aussi une langue d'avenir et qu'à ce titre, elle a son rôle à jouer. Absolument. Ça comment dirais-je, accompagne la réflexion sur le français comme n'étant pas qu'une langue, mais à travers une langue, eh bien aussi une certaine vision du monde. Et accompagner
par la langue française une nouvelle vision du monde, une nouvelle carte du monde, semble tout à fait un chemin, en tout cas, à emprunter. Est-ce que certains de nos intervenants souhaitent réagir sur ces propos, Madame Schmitt, par exemple? Oui, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur. Oui, j'ajouterais aussi dans tout ce que nous avons entendu, encore l'Organisation internationale de la francophonie. Alors pour nous, pour la diplomatie, c'est très important parce que c'est un réseau de 88 pays et gouvernements, si on inclut aussi les observateurs et aussi les pays associés, et déjà 54 membres des États et des gouvernements. Et c'est vraiment un réseau très important. C'est un réseau très important pour promouvoir les valeurs, les valeurs de la démocratie, les valeurs aussi de développement durable. Et c'est aussi un réseau pour promouvoir la recherche et l'enseignement. Et par exemple, pour la recherche, de promouvoir aussi la langue française dans l'espace de la recherche, je peux mentionner l'École polytechnique de Lausanne qui travaille beaucoup avec d'autres universités francophones dans le monde et qui promouvoit aussi des cours MOOCs, on les appelle, c'est en anglais, mais on appelle, ça c'est vraiment pour promouvoir aussi l'enseignement sur un très haut niveau avec des laboratoires qui sont dans tous les différents continents et qui travaillent en réseau. Et que ce sont des cours online qui peuvent être après aussi suivis par des étudiants dans tout le monde. Donc, je crois, j'ai vécu moi-même le sommet de la francophonie à Dakar, qui était vraiment en 2014 et qui était vraiment une rencontre de tous les États francophones, de promouvoir et aussi sous le thème de femmes et jeunes, vecteurs de paix et acteurs du développement. Donc, je crois, ça se parle aussi oui, ça parle vraiment ces valeurs. Et je dirais, ça c'est important d'ajouter donc, que la francophonie, c'est plus que seulement la langue française, mais c'est la langue française comme vecteur de compréhension mutuelle et de coopération aussi dans l'espace international. Merci beaucoup. Et en effet, la langue française comme langue de communication, hein, pas simplement diplomatique, mais aussi de compréhension mutuelle, de valeurs communes. Et la Suisse, qui accueille d'ailleurs la plupart, enfin beaucoup d'organisations, ou est à l'origine de beaucoup d'organisations internationales, en est l'expression concrète, si je puis dire. Madame l'ambassadrice près du Burundi, est-ce que vos étudiants qui parlent, enfin, dont une grande partie parle français, choisissent de poursuivre leurs études dans cette langue et notamment dans les domaines qui ont été évoqués pour répondre aux défis dont beaucoup se trouvent en Afrique de nos jours? Merci, monsieur le directeur. Je dirais qu'au Burundi, comme vous le savez, le français, c'est la deuxième langue officielle après le Kirundi. Ça veut dire que tous les enseignements, la plupart des enseignements, le français est enseigné depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Donc, il est utilisé dans l'administration, dans les institutions publiques. Donc, ça veut dire que les étudiants qui ont étudié en français à l'école primaire, à l'université, ils poursuivent leurs écoles ils poursuivent leurs enseignements. Ici, ce sont dans les spécialisations dans la langue française. On voit aussi des instituts de recherche au Burundi les recherches qui se font en langue française. On voit qu'il y a même des étudiants qui viennent étudier ici, étudier en France ou dans les pays francophones. Donc, on voit que le français garde sa place, une langue qui garde sa place
une langue qui est utilisée pour la communication, pour les études. Donc, les jeunes ou les étudiants burundais, vraiment, ils conservent la langue française comme une langue de communication, une langue de formation. Mais si je peux me permettre, est-ce que vous ne pensez pas, cette question évidemment se pose de manière plus large, si d'un côté on voit le français et on s'en réjouit trouver une place plus importante dans le monde et pour répondre aux défis de ce monde, est-ce qu'au niveau de la langue même et des peuples, si je puis dire, là, il n'y a pas un risque, un peu comme avec, je dirais, l'anglais qui a accompagné une certaine mondialisation, notamment économique, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de voir se perdre petit à petit d'autres richesses que sont les langues régionales ou nationales, comme pour votre pays, au profit du français qui sera alors devenu, je dirais, comme une nouvelle norme? Non, moi, je ne crois pas. Donc, même si il y a eu l'introduction de l'anglais au Burundi, donc, qui est enseigné aussi depuis l'école primaire, je constate que le français garde quand même sa place parce qu'on voit même dans les médias burundais, il y a toujours des journaux, il y a toujours des journaux télévisés ou des journaux parlés de la radio ou des journaux écrits qui publient toujours en français. On a aussi un centre d'enseignement des langues qui se focalise surtout sur le français, donc qui enseigne le français au public, en public non francophone. Donc, on a constaté qu'il y a beaucoup d'engouement des personnes qui sont anglophones ou lésophones, donc qui viennent apprendre le français. On voit que même s'il y a l'anglais d'un côté, il y a le français qui maintient toujours sa place dans l'enseignement, dans la recherche et dans les institutions publiques, parce que c'est la langue qui est la plus parlée au Burundi. Donc, après le Kirundi, la langue nationale, on voit que c'est la langue qui est plus parlée. On voit aussi qu'il y a, avec aussi la signature du pacte linguistique que le Burundi a signé avec la francophonie, il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup d'actions qui sont faites par le gouvernement pour que le français puisse continuer à rayonner comme une langue internationale. Le Burundi se réjouit aussi que le français ait été adopté dernièrement en ce mois de mars par la communauté est-africaine comme une langue officielle à côté de l'anglais. Donc, c'est pour dire que d'un côté, on a l'introduction d'autres langues au Burundi, mais de l'autre côté, on voit le français qui maintient sa place. Très bien. Et tant mieux. Si nous allons maintenant vers des contrées un peu plus fraîches, vers le Québec, cette réalité justement de la cohabitation du français et de l'anglais au Canada est quelque chose qui parfois fait même vraiment débat. Il y a pourtant une grande attractivité et une attractivité croissante pour votre pays par les étudiants européens, mais pas que. Comment vous expliquez cela? Est-ce que vous pensez que ce choix du français dans un pays qui propose deux langues internationales s'explique d'une certaine façon autrement? Enfin, voilà. Comment expliquez-vous cet attrait, ce choix que font les étudiants, en particulier pour les étudiants français au Québec? Oui. Donc, effectivement, c'est une des forces d'attraction pour les étudiants au Québec et en général pour le Canada, c'est vraiment le fait de pouvoir offrir l'opportunité d'étudier en deux langues, parce que nos universités offrent des cours tant en anglais qu'en français, mais majoritairement en français. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment que nous avons environ 55 000 étudiants en provenance de 180 pays du monde entier qui choisissent de venir faire leurs études au Québec. Justement pour ça, ils vont choisir majoritairement bien évidemment des universités francophones parce qu'on leur donne l'opportunité de vivre l'Amérique du Nord en français. Parce que, je n'ai pas fait cette considération, mais quand on a regardé la carte,
vous avez bien vu que le Québec est, oui, une réalité francophone, mais dans une réalité, dans un continent qui est le continent anglophone par excellence. Nous sommes entourés de 360 millions d'anglophones, mais notre langue officielle demeure le français. Et évidemment, donc, avec 7,5 millions de locuteurs de français, c'est au Québec qu'on retrouve la plus grande concentration de francophones dans les Amériques. Ce qui est intéressant, c'est que justement, au-delà de cette opportunité que nous offrons de vivre l'Amérique du Nord en français, et je pense que c'est certainement un aspect qui attire beaucoup. Vous devez savoir que aussi parmi les jeunes Québécois, c'est vraiment important de maintenir la langue française. Que ce soit des Québécois de langue française, donc, parce que nous avons aussi une partie de la population anglophone, mais que ce soit des Québécois de langue française ou des Québécois de langue anglaise, je vous dirais que 95% des étudiants de langue maternelle française nés au Québec vont opter pour une université francophone et que même parmi les anglophones, parmi les Québécois de langue maternelle anglaise, il y a un intérêt croissant, une hausse d'étudiants qui vont choisir de poursuivre leurs études en français. Et c'est une tendance qui se confirme au fil du temps depuis une vingtaine d'années. Merci beaucoup. Et du côté du programme mondial d'alimentation, du PAM, je sais que l'Afrique, vous l'avez évoqué, Madame Rouget, est une destination, si je puis dire, un lieu où vous agissez et votre organisation agit de façon très importante. Quel regard vous portez sur cette réalité, je dirais, de terrain que vous expérimentez régulièrement? Et est-ce que là aussi, la France et le français ont un rôle à jouer pour aider à répondre à ces défis que vous éprouvez, je dirais, dans votre travail et par votre travail? Merci pour la question, mais si vous me permettez, je vais juste revenir un tout petit peu sur l'enseignement en tant que Libanaise et non pas en tant que personne qui travaille au PAM. Donc, en fait, vous voyez sur la carte le Liban, donc c'est un pays aussi qui est francophone. Le français n'est pas une langue d'État, mais une langue qui est parlée par une grande majorité de la population. Ce qui est très intéressant au Liban, c'est que, en fait, même s'il y a des écoles qui sont plutôt anglophones, des écoles qui sont plutôt francophones, la majorité des parents préfèrent mettre leurs enfants dans des écoles francophones. Il y a plus de 80% des écoles qui sont des écoles francophones, une majorité qui sont liées au réseau de l'AFE. Même si ces étudiants plus tard vont peut-être travailler dans les pays du Golfe ou faire leurs universités dans des universités anglophones. En fait, l'idée des parents, c'est de se dire que quand un enfant va dans une école francophone, il va bien apprendre le français, il va bien apprendre l'anglais et il va bien apprendre l'arabe aussi, bien sûr. Alors que les élèves qui vont dans des écoles qui sont plutôt anglophones, même s'ils ont quelques heures de cours de français, le français étant un peu plus difficile, moins pratiqué, disons, dans la maison ou différemment, en fait, ces élèves-là sortent de l'école finalement et ils oublient un petit peu le français. Et donc, c'est pour ça que les parents préfèrent plutôt mettre leurs enfants dans les écoles francophones parce que, in fine, comme ça, c'est des enfants qui sont plus ou moins trilingues. Une autre un petit peu particularité aussi que je voudrais parler du Liban, vous voyez en fait sur la carte, on voit plusieurs pays arabes, donc que ce soit le Liban, le Tchad, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, Djibouti, etc. Donc c'est des pays arabes. Mais finalement, moi, quand je vais parler avec un Tunisien, je vais plutôt parler en français. Donc, on va utiliser le français comme une langue véhiculaire, beaucoup plus que l'arabe, parce qu'en arabe, il y a beaucoup plus de dialectes. Et donc, en fait, notre langue va être plutôt commune, va être plutôt le français.
Maintenant, je vais répondre à votre question par rapport au PAM. Donc, sur la carte, vous pouvez laisser la carte si vous voulez. Donc, en fait, au PAM, nous travaillons beaucoup sur le terrain. Donc, c'est une agence des Nations Unies qui est vraiment plus sur le terrain. Contrairement peut-être à, par exemple, l'UNESCO où j'ai travaillé avant. Ici, on est vraiment à côté de nos bénéficiaires, avec nos bénéficiaires. Et en fait, on a pas mal de bénéficiaires qui sont dans des pays francophones, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit à Haïti, que ce soit dans d'autres pays, mais voilà, beaucoup plus dans les pays africains, Madagascar, le Congo, etc. Et en fait, pour pouvoir répondre aux besoins de nos bénéficiaires, il faut pouvoir les comprendre, il faut pouvoir comprendre la façon dont ils travaillent. Donc, en fait, c'est vraiment très important de pouvoir parler français, de pouvoir s'exprimer avec une langue que tout le monde comprend bien. Et donc, en fait, voilà, moi, par exemple, l'année dernière, on faisait un projet avec la Covid, on n'a pas pu voyager, donc en fait, on faisait des formations et finalement, j'étais la seule dans mon équipe qui était francophone et que j'ai pu faire la formation de tous les pays francophones qui sont en Afrique. Donc voilà, c'est comme M. Bertrand l'a rappelé, le français est une des langues des Nations Unies, donc il y a 6 langues, le français, l'anglais, l'arabe, puis après il y a l'espagnol, bien sûr, le russe et le chinois. Donc vous voyez par rapport au russe, au chinois, bon, même si le nombre de personnes qui parlent russe et chinois, disons surtout chinois, est important dans le monde, mais c'est vraiment très focalisé sur certains pays. Et donc, en fait, quand on travaille sur le terrain, la langue de travail va être plutôt le français, l'espagnol et bien sûr l'anglais. Merci, c'est vraiment très intéressant et je profite. Je vous remercie d'avoir parlé du Liban parce que c'est un pays qui évidemment nous touche particulièrement par la réalité qui le frappe en ce moment et que c'est une amitié pour ce pays qui nous unit depuis si longtemps. Je salue d'ailleurs nos élèves libanais qui nous ont rejoints, certains aussi à cause de cette situation au Liban, qui nous ont rejoints cette année pour trouver un peu de stabilité et vraiment merci. Alors, je vais un peu bousculer, évidemment, c'était prévu, prévisible, mon ordre, mes séquences pour permettre aux élèves de commencer à poser leurs questions, sachant que certaines questions et certains points ont déjà été bien abordés. Et ce qui serait bien, c'est que, alors j'ai vu qu'un des élèves a déjà posé sa question par écrit, mais j'aimerais qu'il puisse s'adresser directement à nos intervenants à l'oral en posant leurs questions. Et puis chacun d'entre eux y répondra. Vous verrez, ce sont des questions très ciblées qui les attendent. Vous avez une question. Donc voilà, j'ai une question. Donc, combien de langues parlez-vous ou utilisez-vous dans votre travail? Voilà. Comme mon micro est ouvert, je vais répondre. Alors, je parle 3 langues, disons, couramment, et puis l'italien. Je ne vais pas dire couramment parce que mon fils, il est dans le chat et il va dire que ce n'est pas vrai. Donc voilà, en fait, français, anglais, arabe et italien. Au travail, en fait, au PAM, au siège principalement, ça va être en anglais. Après, quand on va avoir des réunions avec des francophones, ça va être plutôt en français. Et comme j'ai dit, quand on va travailler sur le terrain dans certains pays, on va plutôt utiliser le français. Madame Schmitt, je vois que votre micro est ouvert, allez-y. Oui, merci beaucoup. Donc, moi, je travaille dans les langues officielles, la Suisse, ça veut dire le français, l'allemand et l'italien. Le roumain, c'est une petite langue qu'on utilise moins internationalement.
Mais donc en Italie, c'est surtout l'italien que j'utilise, ça c'est clair. Et quand j'étais au Maroc, au Sénégal, c'était plutôt le français. Et après, c'est l'anglais qui est une langue aussi qu'on utilise internationalement. Et j'aurais aussi rejoint l'ambassadeur de Burundi. C'est pas une question ou, c'est une question et. Ça veut dire, c'est le plurilinguisme. Donc, on essaye de travailler dans les différentes langues. Et c'est juste ça, la promotion de la langue française, ça veut dire qu'on promeut aussi la diversité linguistique et qu'on ne veut juste pas être monolingue. Et c'est un peu cette approche-là, oui. Merci beaucoup. Madame Antoniali? Voilà. Oui, mais dans mon travail, j'utilise couramment, bien évidemment, le français et l'italien. Mais nous avons bien évidemment la nécessité de parler l'anglais dans certains contextes. Donc, régulièrement, j'utilise 3 langues pour mon travail. Merci. Madame Ndaye Zeye. Moi, merci de m'accorder la parole. Moi, dans mon travail avec les collègues, je parlais, bien sûr, pas notre langue nationale au Kirundi, avec les partenaires bilatéraux comme le Quirinal, je parle anglais et français. Et au PAM, au FIDE et à la FAO aussi, je parle français et anglais et un peu d'italien parce que il y a seulement 1 année, 4 mois que je suis ici. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Tin. Merci, monsieur le directeur. Combien de langues parlez-vous et comment La langue officielle du Sénégal, c'est le français. Je parle le français. Nous avons une 12aine de langues nationales, dont 6 sont codifiées. Donc, ma langue ethnique, c'est le Serer, nous parlons le Wolof. Je parle anglais lorsque les circonstances l'exigent, puisque pour l'instant, mon italien est très rudimentaire. Donc, en l'absence de traducteur, avec mes collègues au Saint-Siège, j'utilise l'anglais. Voilà de façon générale ce que je peux dire. Pour l'instant, c'est mon épouse et ma fille Marie-Nilam qui est en CM2 chez vous qui me servent d'interprète. Parce que j'ai vu l'apprentissage était très rapide en italien pour elle. Peut-être un peu de latin aussi, non, pour le Saint-Siège? Je lis le latin, je peux le comprendre. Mes études ont été des études classiques, latin et grec, juste avant d'aller à l'université, mais je n'arrive pas à le parler, je peux comprendre de temps en temps. Ça pourrait être un autre sujet d'ailleurs, hein, faire un jour une table ronde sur le latin qui a été, il sera peut-être à nouveau une langue internationale. En tout cas, le Vatican continue à communiquer d'abord en latin. Merci beaucoup. Je vous ferai parvenir à l'occasion, comme vous dites. Il y a eu une célèbre conférence du président poète Léopold Sédar Senghor, ici à Rome, qui est aussi dans les annales de l'UNESCO. Il parle de romanité, latinité, africanité, pour voir l'apport du latin et aussi dans ces civilisations-là. Ah ben c'est très intéressant, vous voyez, vous me confirmez dans cette idée. Est-ce que j'ai oublié l'un de nos intervenants? Monsieur Bertrand, vous n'avez pas répondu, je crois. Écoutez, merci, monsieur le directeur. Oui, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, essentiellement, c'est l'anglais qu'on utilise comme langue de travail. C'est ce que disait également Marianne pour le Programme alimentaire mondial. Le français est appris parce que même si pour être agent des Nations Unies, enfin plutôt si je prends la phrase dans l'autre sens, pour être agent des Nations Unies, il faut pouvoir parler très bien une langue des Nations Unies et également en connaître une seconde suffisamment. Alors moi-même, je suis prêté par la France aux Nations Unies, donc je n'ai pas cette obligation-là, mais les Italiens et d'autres nationalités qui n'ont pas comme langue maternelle ou langue de leur pays une des langues des Nations Unies sont obligés d'apprendre 2 langues. Donc généralement, le français arrive plutôt dans les premières
Et ensuite, il faut s'atteler à apprendre une seconde langue. Et on ne mesure pas toujours, en tout cas pour ceux dont le français est la langue maternelle, combien il est difficile d'apprendre le français. Alors, beaucoup l'apprennent à la FAO, beaucoup ont un grand plaisir à la parler. Et moi, j'avoue que quand quelqu'un a appris quelques mots de français ou même le parle bien, je suis vraiment très, très content de parler avec lui français. En plus, je trouve qu'on ressent une connivence, on ressent une sympathie dans les propos qu'on échange aussi en les échangeant en français. En tout cas, moi, personnellement, je suis content de pouvoir parler français. Et je trouve qu'il y a cette attention à l'autre parce que ce n'est pas forcément sa langue maternelle, ou au contraire parce que c'est sa langue maternelle et qu'on fait partie de ce grand ensemble, voilà, la francophonie. Et je trouve réellement que ça crée des liens et aussi, je dirais que ça facilite des échanges. Alors, ça veut dire aussi qu'à contrario, nous les Français, on n'est pas toujours, en tout cas, on n'est pas réputé pour être le pays qui parle le mieux les langues étrangères, telles que l'anglais. Alors, on fait des efforts, on essaye de beaucoup le parler. Dès qu'on peut prendre un mot anglais, on le prend. Alors, dans le cadre de la Covid, on parle beaucoup de clusters, on parle de toutes ces choses-là. On pourrait aussi dire ça autrement, avec des mots français. Et je remercie tous les pays, Canada, et enfin le Québec en particulier, et puis les autres pays africains ou européens qui défendent fortement le français, que nous, Français, je trouve, on défend moins bien. Alors, par ailleurs, on a quand même conscience de la richesse des langues et des Bretons souhaitent maintenir le breton, français, et voilà, je pense que c'est une grande richesse, mais ce français, si dur à apprendre, c'est vraiment très, très important de le conserver et ça donne un véritable atout. Et puis, juste pour la formation, avant-hier, j'ai eu l'occasion de parler avec un Vénézuélien basé au Chili, où la FAO a un bureau régional. J'ai perdu malheureusement un peu mon espagnol en me lançant dans l'italien, même si je le comprends. Et à ma grande surprise, cet ami de l'autre bout du monde, ou presque, parlait très bien français. On a eu la joie de parler français plutôt que de parler anglais. Donc, les élèves qui ont d'autres questions, en essayant de peut-être privilégier les questions qui n'auront pas été, dont les réponses n'ont pas été traitées préalablement, c'est le moment de les poser, puisque je vois qu'aussi sur le fil de discussion, il y a d'autres questions qui nous parviennent et il faudrait que nous ayons donné la possibilité à chacun d'y répondre. Peut-être des questions liées aux études, privilégier celles-ci, aux études que vous vivez ou que nos intervenants auraient vécues. Oui, donc merci. En fait, j'avais une question, c'était… oui. On a eu le cas du monde de tout ce qui est professionnel. On a donné l'importance du français et on avait parlé. Et il y avait aussi le cas du Québec. Tu peux juste approcher un peu ton micro, s'il te plaît. Voilà. Et le cas aussi du Québec. Et en fait, je voulais savoir si le français nous offre-t-il d'autres portes aux études internationales? Est-ce qu'au-delà du Québec, ou si on suit l'exemple du Québec, le français trouve une place privilégiée dans les études internationales? Exactement. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre à cette question? Madame Schmitt. Oui, merci beaucoup. C'est clair, il y a beaucoup d'universités en Suisse où on peut étudier en français. Donc, il y a l'EPFL à Lausanne, mais il y a aussi l'université à Lausanne, à Neuchâtel. Il y a toutes les universités qui sont à Genève. Il y a Fribourg, que c'est l'université bilingue, donc c'est en français et en allemand en même temps, et on peut choisir les différents cours dans les différentes langues. C'est clair aussi, les universités deviennent plurilingues. Donc aussi, au sein des universités, par exemple en Suisse, il y a aussi des cours après qu'on donne en anglais, par exemple. Mais le français, c'est vraiment dans l'espace
francophones en Suisse. Et il y a beaucoup d'opportunités qui se prêtent en plus parce qu'on a étudié en français ou parce qu'on a aussi un certificat en français. Oui, et puis beaucoup d'institutions, de grandes écoles françaises s'exportent, si je puis dire, créent des campus un peu partout dans le monde, et de plus en plus. Et donc, il y a un rayonnement aussi qui se fait par ce biais-là. On peut penser aussi à nos musées, hein, le Louvre d'Abu Dhabi, par exemple, qui en est un très bel exemple. Est-ce que d'autres intervenants souhaitent répondre à cette question ? Alors, on va passer à la question suivante. Allez-y, les élèves. Oui, je pose. Alors, ma question, elle a déjà un peu été répondue. C'était quelle est la place du français dans notre travail? Donc, oui, elle a plutôt été déjà répondue, mais si vous avez d'autres choses à rajouter. En effet, je pense que ça a été pas mal dit, mais Madame Schmitt, je vois que vous avez… Non. Non, je n'avais pas particulièrement, juste une chose qui m'est encore venue dans l'esprit. Chez nous, on utilise le français aussi passif. Ça veut dire chacun parle sa langue et on apprend et on entend et on comprend la langue des autres. Donc, il y a aussi… le français, c'est aussi avec, pas seulement en travaillant dans la diplomatie avec d'autres États, mais aussi en travaillant au sein de l'administration suisse, par exemple, quand on travaille avec un collègue francophone, j'écoute en français et je peux répondre en allemand, par exemple. Donc, ça aussi, c'est aussi une façon, c'est aussi passif, aussi la compréhension passive est importante pour les langues. Alors, en quelle langue est-ce que vous rêvez? Parce qu'on dit souvent que la langue de nos rêves est celle qui nous occupe le plus. Bon, c'est souvent où on est, parce que maintenant, je rêve beaucoup sur l'italien ou j'ai rêvé en français quand j'ai habité au Sénégal. Donc, ça, c'est souvent aussi, c'est pas toujours la langue maternelle qui est importante pour les rêves. C'est vrai. Leït, j'ai vu que tu avais pris la parole. Oui, monsieur. Alors, comme Madame Rouget en a parlé avant, que le français c'est une langue véhiculaire, avez-vous eu plusieurs instances au travail ou dans des activités sociales où le français vous a aidé comme langue intermédiaire entre une communication ou… Est-ce que ta question s'adresse à une personne en particulier ou elle est posée de façon… Non, en général. Alors, si j'ai bien compris, Leït, la question est de savoir si le français a été, en tant que langue véhiculaire, nécessaire, utile pour accomplir tel ou tel métier, telle ou telle tâche dans le métier. C'est bien ça? Oui. Je peux répondre puisque moi personnellement oui, beaucoup. Donc en fait je parlais d'un projet qu'on a mis en place dans tous les pays du PAM et en fait une des formations se tenait au Panama pour tous les pays d'Amérique centrale, disons, d'Amérique latine, si on peut dire. Mais effectivement, il y avait par exemple des personnes qui venaient de Haïti et finalement, moi, je leur parlais en français. Et en fait, ça crée, comme Damien a dit, ça crée un peu plus que juste une relation de travail parce que pouvoir parler dans sa langue plutôt maternelle, disons, ou dans laquelle on s'exprime mieux qu'en anglais, a permis, par exemple, de parler de choses un petit peu politiques à Haïti qui se déroulaient à cet instant-là. Donc, en fait, ça crée ce lien supplémentaire. Et puis aussi avec tous les pays francophones africains. Donc, en fait, il y avait une autre formation qui était en Afrique du Sud et dans la région, enfin, on appelle ça une région, donc il y a plusieurs pays. Il y avait le Madagascar aussi, donc Madagascar et le Congo, qui sont deux pays francophones, entourés, disons, de pays anglophones. Et effectivement, ça a créé un lien avec ces pays qui était un peu supplémentaire un peu plus que le travail, disons,
qu'on pourrait avoir avec d'autres pays. Donc, effectivement, ça amène beaucoup cette culture commune aussi qu'on peut dire. Donc, ce n'est pas juste la langue en tant que langue, mais aussi certaines valeurs qui sont communes, certaines... par exemple, parler de musique ou parler de films ou parler d'autres choses qui sont que liées au travail. Et donc, ça, on a ça en commun. C'est vrai que très souvent, la francophonie est reliée à une francophilie, si je puis dire. C'est-à-dire que on peut aimer, beaucoup de gens aiment le français. On peut rencontrer beaucoup de gens, même je pense aussi à des cinéastes ou autres qui ont un amour pour cette langue sans forcément la pratiquer ou bien la pratiquer. Mais il y a en effet cette chose typique de notre langue qui fait que lorsqu'on échange à travers elle, eh bien, on échange autre chose qu'une simple communication. Alors, je vois que le temps file, mais il y a peut-être la place encore pour une question d'élève avant d'aborder le point suivant. Oui, du coup. Bonjour à tous, je m'appelle Meriadek, j'ai 15 ans et je suis d'origine béninoise. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous pensez que le français, il attire les jeunes générations d'aujourd'hui? Et la question, elle est adressée à tout le monde. Puisque mon micro est ouvert, je vais répondre par rapport à moi, en fait. Donc, en fait, moi, j'étais assez étonnée quand je suis arrivée au PAM de voir le nombre de personnes qui viennent pas de pays francophones et qui ont appris ou qui apprennent le français. Des Suédois, des Allemands. Voilà, en fait, des jeunes, disons, de personnes entre 20 et 25 ans. Il y en avait vraiment pas mal de personnes qui étaient attirées. Effectivement, c'est pour pouvoir travailler au PAM, pour pouvoir être plus efficace dans le travail au PAM, mais aussi il y avait cette attirance à la langue française. Donc, sincèrement, j'étais assez étonnée de ça. Donc, je ne sais pas pour les autres personnes. Monsieur Tin, monsieur l'ambassadeur. Monsieur le directeur, pour répondre à cette question, c'est plus une suggestion que j'allais donner aux élèves. Est-ce que le français attire? Pour ceux d'entre vous qui voulaient faire des études en droit, devenir juriste, l'exercice de la grammaire française et avoir comme livre de chevet le Becherel ou les livres de grammaire Odile Bled et Eugène Bled vous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puisque la grammaire française est faite de sorte qu'il y a toujours un principe des exceptions, des atténuations. C'est le même raisonnement juridique. Toute règle de droit qu'on pose, il y a des exceptions, il y a comment atténuer ça, aménager. C'est un peu ça. Et pour ceux d'entre vous qui voulaient faire des études scientifiques, c'est ce que nos profs nous disaient, nous, quand on était au collège et au lycée. C'est par la version et le thème latin que vous allez acquérir une démarche cartésienne et mathématique des choses. Malheureusement, la plupart du temps, lorsque nous faisons latin et grec, on va vers les littératures. Mais la logique de la grammaire française est plus ou moins la même logique juridique. Toujours, il y a un principe qui est posé et l'aménagement de ce principe en multiples exceptions. C'est vraiment... je ne sais pas si ça attire les jeunes ou pas, mais ça facilite beaucoup la tâche. Et ça me permet également de dire une petite anecdote pour répondre aux différentes questions par rapport à la langue comme véhicule. Au Sénégal, le français n'est pas une langue de communication sociale, puisque nous avons une langue nationale qui domine, c'est le Wolof. Et tout le monde l'utilise, mais le français est une langue officielle. Il y a beaucoup de secteurs où on ne parle que français. Ici au Vatican, il y a une petite influence, mais très modeste et très discrète, qui peut se faire. Moi, depuis que je suis arrivé, il n'y a eu qu'une seule réunion publique qui ait été faite en français. Et nous avons la chance, bon, les circonstances le font, lors de la journée mondiale de l'eau, le 22 mars prochain, il y a un symposium qui va se faire et où le Sénégal est invité pour animer ce symposium-là.
Et heureusement, le symposium se fera en français. Donc, ce sont ces petites démarches que nous faisons. Mais le mérite ne revient pas au Sénégal. Il y a, au niveau de ce dicastère qui est chargé de cette question-là, Monseigneur Bruno-Marie Dufay, qui fait un excellent travail sur les questions de l'eau, l'environnement. Et je pense peut-être que sa voix a pu compter pour que le français soit cette langue de travail pour cette réunion-là. Merci. Merci beaucoup et merci d'avoir rappelé l'existence et l'intérêt du Becherel. C'est le prof de lettres qui le valide. Je crois que Madame Antonielli, vous avez levé la main. Oui, le Becherel nous donne des souvenirs. De bons souvenirs. Tout à fait. Non, en fait, quand on parle aussi de l'engouement et de l'intérêt des jeunes pour la langue française, bien évidemment, nous sommes tous des représentants de personnes qui ont choisi une carrière internationale, barre diplomatique. Donc, dans ce contexte, je dirais que le français est inévitable, en fait. Ça demeure quand même, ne l'oublions pas, la langue traditionnelle de la diplomatie. C'est quelque chose qui demeure. Et de toute façon, oui, c'est vrai aussi que de plus en plus, tout le monde a tendance à connaître l'anglais, mais ce qui fait la différence après dans la vie professionnelle, c'est vraiment le fait de saisir et de maîtriser une langue en plus. Donc, quand c'est une langue comme le français, qui est vraiment la 5e langue, la plus parlée, la plus étudiée au monde, et une des langues des Nations Unies, bien évidemment, c'est un avantage. Donc, je pense qu'il y a aussi une conscience de ça. Je le dis aussi en tant qu'Italienne, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, moi je suis attachée, donc je suis recrutée localement par le gouvernement du Québec ici en Italie, et j'ai fait donc des études en relations internationales, sciences internationales et diplomatiques, et le français était obligatoire, donc justement parce que c'est vraiment reconnu. Et même pour accéder à la carrière diplomatique en Italie, le français est vraiment un atout. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Merci beaucoup. Je vois que Madame l'ambassadrice, vous avez levé la main. Oui, effectivement, si je parle de l'engouement ou de l'intérêt des jeunes au français, je dirais que les jeunes burundais, par exemple, gardent un intérêt au français. Il y a à l'Université du Burundi, Université nationale, il y a un département de langue et littérature française. Chaque année, il y a des jeunes qui s'inscrivent dans ce département français. Donc, il y a donc beaucoup d'étudiants qui sont là. On enseigne la grammaire, la morphologie, la syntaxe francophone. Donc, il y a plein de sujets français. Il y a aussi des clubs français. Il y a un club qui s'appelle Génies en herbe, qui est appuyé par l'ambassade de France au Burundi. Et on voit les jeunes qui sont là, qui s'exercent à écrire des poèmes, qui jouent au théâtre, qui composent, qui fait des dissertations en langue française. Donc, pour continuer à apprendre et renforcer leurs capacités en français. On voit aussi le Festicab au Burundi qui attire beaucoup de jeunes qui composent les films, qui réalisent des films en français, qui jouent donc dans des séries. On voit qu'il y a les jeunes qui continuent à avoir un intérêt au français, même s'il y a aussi des jeunes, mais qui ne sont pas nombreux, qui aussi ont un intérêt pour l'anglais, mais quand même, il y a beaucoup de jeunes qui continuent à avoir un intérêt, un engouement pour apprendre et maintenir le français comme une langue de communication. Merci beaucoup. Alors, je veux jouer mon rôle de modérateur jusqu'au bout et pour cela, il nous reste un tout petit quart d'heure. Je propose une dernière question d'élève et selon la question, je la poserai à l'un de nos intervenants, je la relayerai auprès de l'un de nos intervenants
Et puis, nous passerons aux questions, si possible, les questions adressées directement à l'un d'entre vous par le public, avant de terminer en vous laissant à chacun la parole pour poser un message à notre jeunesse dans ces temps un peu difficiles. Mais donc, je crois qu'il y a encore une question de Nouria qui a été posée. C'est moi, je me nomme Koulibaly Nouria, je suis en classe de seconde, j'ai 15 ans. Et en fait, j'aimerais savoir, en présumant que chacun d'entre vous ont déjà étudié le français ou eu des études en langue française, j'aimerais savoir quels sont les souvenirs que vous gardez de ces études-là. En fait, je trouverais que ce serait intéressant d'avoir la perception de plusieurs intervenants sur cette question. Alors, si je comprends bien, la question, c'est de savoir voilà, quels souvenirs ont gardé ceux qui, parmi nos intervenants, ont étudié dans des structures, dans des écoles françaises. Exactement, c'est-à-dire leur ressenti. À l'étranger, un peu comme c'est votre cas, chers élèves. Quels souvenirs ils en ont gardé? Monsieur Tin. Merci beaucoup pour la question. Je vais peut-être paraphraser le grand poète malgache, Jacques Rabea Rivelo, qui disait « Qui me donnera de concilier à l'esprit de mes aïeux ma langue adoptive ?» Je continue encore à réfléchir parfois dans mon dialecte natal, mais il faut le transcrire en français. Et l'anecdote que j'aurais à dire, c'est quand je me suis retrouvé à Toulouse pour mes études universitaires. C'était le master en maîtrise. J'avais un ami qui est venu me voir pour me dire que son grand-père lui a dit « Ton ami Tin, il a quel âge ?» Parce que seulement on venait d'échanger et je lui avais parlé de ourdir un complot. Et son grand-père lui a dit « Mais ça, c'est des termes désuets que nous, on disait au sortir de la guerre. Il doit avoir quel âge ton frère ?» Donc, la francophonie dans l'espace Afrique où nous sommes, c'est ça cette richesse aussi que nous apportons à la francophonie, c'est des sonorités, de la musicalité, mais aussi dans l'essence même du français où les mots sont employés au sens propre, parfois au sens premier du terme. Et il faut après, avec le temps, comment la variation de la langue se fait, très souvent réadapter le langage. Parfois, un mot qui est pris dans son sens originel ne peut pas s'appliquer en 2021. Donc, c'est cette difficulté-là de la pureté de la langue originelle, puisqu'on réfléchit parfois. Beaucoup aussi, mes enfants, mon épouse, ils réfléchissent elle réfléchit en français. C'est différent. Mais moi, il faut réfléchir dans ma langue, j'ai dit maternelle, pas maternelle, mais dans ma langue ethnique, et de transcrire ça dans cette langue adoptive, puisque le français aussi, c'est notre langue maternelle, puisque nous l'avons appris même avant d'aller à l'école. Voilà. Eh bien, merci pour ce témoignage et cette anecdote qui en dit long et qui rejoint. J'étais assez d'accord avec M. Bertrand tout à l'heure quand il disait que vous suggérez le fait qu'il est parfois dommage que finalement les plus grands défenseurs, ou ceux qui pratiquent le mieux ou maîtrisent le mieux la langue française sont parfois au-delà des frontières nationales, parce qu'il y a peut-être aussi cette francophilie voulue et cet amour de la langue pour ce qu'elle est, puisqu'elle est si dure à apprendre quand on n'en a pas par nature, si je puis dire. Eh bien, on veut la garder et on veut la garder dans toute sa, j'allais dire, toute sa préciosité et les mots du passé n'ont pas à céder la place à de nouveaux, surtout quand ils ne sont pas de la langue française. Ce que je propose maintenant, c'est de voir, Élodie, est-ce qu'on a des questions qui pourraient venir compléter ou qui sont adressées à l'un de nos intervenants, l'un ou l'une de nos intervenants? Oui, on a une question de Bilal qui souhaitait, je ne sais pas si Bilal, tu souhaites la poser directement ou si je la pose. Oui. Alors, c'est pas exactement lié forcément directement à la francophonie, mais je trouvais ça intéressant de demander à Madame Rouget un peu ce que vous avez expliqué que
votre travail, mais c'est toujours difficile, et vu qu'il y a plein d'étudiants, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de préciser un peu en quoi consiste votre travail. Quand vous dites que votre travail consiste à chercher, proposer des solutions fonctionnelles qui répondent aux besoins des pays avec lesquels vous travaillez. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites? Et après, peut-être on pourrait faire le lien avec le français. En quoi vous sert le français dans ces cas précis? D'accord. Merci pour la question et pour l'intérêt à mon travail. Donc, en fait, donc je suis ingénieure informatique. Donc, en fait, mon travail, ça va plus être avec les unités, les différentes unités et les différents pays. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder un processus. On va prendre un exemple. Il y a un nouveau programme qui va être créé. Par exemple, on va faire de la nutrition dans des écoles. Mais pour pouvoir faire monter un programme de nutrition dans les écoles, on a besoin d'informations, on a besoin de suivre des règles particulières. Et en fait, on va amener tout ce qui est informatique et digital pour répondre à ce besoin-là, pour faciliter ce besoin-là. Donc, par exemple, pour faire des statistiques, je vais prendre un autre exemple. Auparavant, au PAM, on allait distribuer beaucoup d'aliments. Donc, c'est un petit peu le sac de riz qu'on voyait, qu'on emmenait dans certains pays. Actuellement, on fait ça. Donc, en fait, on va avoir une logistique qui est importante pour emmener la nourriture chez les bénéficiaires, mais pas que. Donc, en fait, pour pouvoir amener cette nourriture, on a besoin de drones parfois, on a besoin de construire des routes, on a besoin de construire des ponts, on a besoin de savoir ces personnes où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles vont bouger, parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont bouger. Et donc, en fait, on a besoin de capturer toutes ces informations-là. Et nous, notre rôle en tant qu'informatique, c'est de construire ces drones, par exemple. Donc, en fait, on va réellement construire des drones ou rajouter des choses sur les drones pour pouvoir les faire fonctionner. Mais en fait, on va aussi construire des bases de données pour pouvoir récupérer les informations des bénéficiaires, pour pouvoir les suivre. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui bougent d'un pays à un autre. Il y a aussi ce qu'on appelle le cash-based transfer, c'est-à-dire en fait on va transférer de l'argent aux bénéficiaires, donc plus ce sac de riz, mais en fait il y a à peu près plus de 50% de l'aide qui va être en cash, mais en fait, il faut d'abord savoir à qui il faut la distribuer. Donc, en fait, il faut avoir des bases de données qui contiennent des millions d'informations, de millions de bénéficiaires. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle la digitalisation. Et même ce transfert, par exemple, on a des cartes qu'on va offrir aux bénéficiaires sur lesquelles on va mettre les contacts avec l'œil. Donc, en fait, donc, vous voyez, c'est l'informatique qui va aider à mettre en place tous ces programmes pour aider les bénéficiaires, mais aussi pour aider le PAM en tant que PAM de pouvoir faire son travail aussi administratif, donc gestion du budget, gestion du personnel, pouvoir mettre les bonnes personnes au bon endroit. On a une urgence et il faut savoir qui on peut déployer sur ces urgences-là. Donc, on doit connaître ces personnes, le personnel du PAM, qu'est-ce qu'il sait faire, qui sait faire quoi, quelles sont les langues, par exemple. Donc, si on veut envoyer quelqu'un en Centrafrique, bien sûr, on a besoin d'avoir quelqu'un qui parle français pour pouvoir travailler avec les bénéficiaires sur le terrain. Donc, en fait, voilà, c'est ça quand je dis que mon travail est d'analyser le besoin. Donc, ça peut être des besoins qui viennent du terrain par rapport aux bénéficiaires ou des différentes unités du PAM et d'offrir une solution informatique et digitale pour ça. Merci beaucoup. De rien. Alors, on va laisser la place à une dernière question. Je suis navré, il faut que je tienne le temps imparti. Hein, est-ce qu'il y a encore une question, Élodie, qui pourrait être posée à l'un de nos intervenants? Et si déjà, dites-moi. Non, je n'ai pas d'autres questions. Parfait. À moins que certaines personnes souhaitent poser une question qui n'a pas été posée dans la partie conversation. Et dans ce cas-là, c'est le moment. Entendu. Alors, ce que je propose maintenant, c'est que nous terminions cette rencontre et vraiment
Merci, merci à tous d'avoir accepté cette invitation et surtout de l'avoir rendue vivante et interactive. C'était vraiment l'objectif et j'en suis très heureux et je suis heureux que nos élèves aient pu suivre ces échanges, comme j'espère que les autres élèves de l'école pourront la regarder. Puisqu'on parle des élèves, on parle des jeunes générations, on parle d'une... Alors, on se plaît un peu, malheureusement, en ce moment, à parler de générations sacrifiées par rapport à ce que ces jeunes vivent. Est-ce vrai? Ce n'est pas le moment d'y répondre. Ce qui est certain, c'est que je peux vous dire qu'en tant que directeur, je connais, et vous, en tant que parent, bien entendu, connaissez la réalité de ce que peuvent être ces études à distance, ces perspectives un peu assombries qu'on leur propose dans leur avenir proche. Certains vont passer le bac dans moins de 2 ans et s'engager dans un monde qui est souvent un peu en effet assombri. Bon. Mais quelque part, notre sujet d'aujourd'hui a rappelé combien les études francophones, combien la francophonie, et combien derrière tout ça, il y a une culture, et notamment une culture de la joie et de l'espérance de voir rayonner à nouveau ces générations. Et donc, si vous le voulez bien, on terminera là-dessus en donnant, dans l'ordre des présentations initiales, la parole à chacun de nos intervenants pour peut-être adresser un message à nos jeunes qui se préparent à rentrer dans ce monde un peu compliqué au regard de ce que nous vivons. Et je vous remercie pour eux, d'ores et déjà, de ces paroles qui leur seront adressées. Et j'ai déjà hâte d'organiser la table ronde de 2022. Voilà. Monsieur Lambert, alors attendez, quel ordre j'avais? Oui, non, Madame Schmitt, à vous. Merci beaucoup. Donc, je voudrais vraiment aussi vous féliciter parce que les élèves, ils font voir beaucoup de résilience parce qu'on vit ça maintenant assez longtemps, cette situation. Mais vous êtes des élèves qui vivent en Italie et qui fréquentent une école francophone. Ça veut dire déjà que vous vous êtes ouverts sur différents espaces culturels, sur différentes syntaxes de différentes langues. Et ça va vous aider aussi pour le futur de encore mieux vous insérer dans un monde qui devient toujours plus connecté, aussi à travers la digitalisation, qui est aussi un moyen, qui est aussi un instrument qu'on peut utiliser, qui donne plus aussi d'opportunités. Et je voudrais vous féliciter aussi pour la fin de vos études et aussi que vous avez fait ce choix de vous lancer dans un plurilinguisme, donc parce que vous apprenez encore d'autres langues à l'école Saint-Dominique. Madame l'ambassadrice. Merci, monsieur le directeur. Je voudrais aussi vous féliciter pour vos messages d'encouragement que vous ne cessez de donner aux élèves, à vos étudiants qui les réconfortent et réconfortent aussi les parents. Et nous avons, par ces messages, nous avons un espoir que demain, il peut s'ouvrir un avenir meilleur. Et je vois que les élèves tiennent bon malgré la situation et je les encourage à affronter cette situation, à cette période un peu sombre, donc que cette situation est peut-être passagère et que demain va s'ouvrir un autre monde où ils pourront s'épanouir et ils pourront vraiment devenir, réaliser leurs ambitions et leurs visions. Merci. Monsieur l'ambassadeur Tin. Merci, monsieur le directeur. Vous remercier et remercier l'ensemble de vos collaborateurs pour cette belle initiative que vous avez prise. Et partant de là également, féliciter tout le corps professoral pour le soutien que nous avons toujours vu pendant cette période de Covid, ce qui montre aussi l'excellence de l'école. Dire aux jeunes de continuer d'y croire, parce que la langue française a ce caractère universel. L'universalisme du français ne se mesure pas seulement au nombre de personnes
qui la parlent. Le directeur rappelait qu'il y a un peu plus de 3 millions de personnes qui partagent cette langue. Mais vous l'avez dans tous les continents, tous les 5 continents. Toutes les organisations internationales, M. Bertrand le rappelait, ont comme langue, parmi les langues de travail, le français. Aujourd'hui, vous êtes à l'école. Demain, c'est des réseaux qui vont se créer. Vous pouvez vous retrouver dans des instances internationales, vous rappelant que nous avons fait le collège ensemble dans une école internationale. Ça, c'est un. Deuxièmement, à la suite de nos pères fondateurs, comme le président Léopold Sédar Senghor, qui avait voulu faire de la francophonie une Commonwealth soft, un soft pouvoir. Le Sénégal s'inscrit toujours dans ça. Et l'Organisation internationale de la francophonie est un bel exemple de coopération pour nous, Sénégal. Juste à 2 niveaux, je veux dire. Aujourd'hui, à Dakar ou au Sénégal, vous avez beaucoup de projets qui sont mis en place dans le cadre de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, ayant pour cible prioritaire l'équité sociale, donc l'égalité hommes et femmes, l'emploi des jeunes et surtout la protection de l'environnement. Ça, c'est des choses très concrètes que la francophonie met en œuvre. Nous avons, si je prends le cas du Sénégal, dans cette coopération, nous avons le soutien par l'État du Sénégal de la formation diplômante, par exemple à Djibouti, où le Sénégal envoie des professeurs d'université, des professeurs de collège pour mettre en place des structures comme ça. Donc, c'est une réalité vivante de cette francophonie-là et que demain, vous pourrez utiliser dans le cadre de vos contacts. Voilà. Merci beaucoup, M. Rick. Et merci encore de m'avoir permis de revoir l'ambassadrice Mme Schmidt, que je n'avais pas revue au Sénégal depuis 2017. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Madame Antoniali. Bien, je vous remercie aussi de nouveau pour l'invitation, aussi pour avoir organisé cette initiative. Vous dites que vous avez hâte d'organiser la rencontre de 2022 et je rajouterais que j'espère qu'on pourra la faire en présentiel, que ce ne sera pas à travers un écran qu'on devra se reparler l'année prochaine de francophonie. Et je le souhaite surtout pour les étudiants parce que j'imagine à quel point ça a dû être un sacrifice pour eux de devoir renoncer à faire leurs cours en classe ensemble. C'est le côté humain qui a manqué au cours de la dernière année. C'est quelque chose qui doit vous avoir affecté beaucoup. Mais je suis vraiment confiante. J'espère que, d'autant pour vous, que tous les efforts qui sont menés en ce moment pour contenir la pandémie vont donner leurs fruits au cours des prochains mois et que nous pourrons recommencer à parler de mobilité internationale. Parce que, justement, si j'avais un conseil à vous donner avant de vous laisser, ce serait vraiment de rester ouvert vers le monde, d'aller chercher des expériences à l'étranger, d'aller chercher des expériences dans de nouveaux contextes et surtout de profiter du fait que vous connaissez déjà une langue qui est vraiment une langue internationale, comme le disait le titre de cette rencontre. Merci, Madame Rouget. Je tiens d'abord à vous remercier, Monsieur Bonnet, pour cette table ronde et remercier tous les intervenants et ainsi les élèves qui sont restés avec nous pendant 2 heures presque. En fait, je voudrais juste répondre un petit peu à la question de Nouria qui demandait ce qu'on garde comme souvenir d'études dans la langue française. Moi, je rajouterais quelque chose que j'ai trouvé très spécial en langue française, mais aussi en France, disons, c'est que moi, j'ai fait mon bac français et bac libanais en parallèle. On étudiait l'histoire géo en français et l'histoire géo en libanais. On étudiait la philosophie en français, on étudiait la philosophie en arabe. Et en fait, c'était cette différence de traitement des sujets qui m'avait beaucoup impressionnée. En arabe,
bon, c'était il y a 30 ans, probablement ça a changé, mais l'idée c'était d'étudier, d'apprendre ce que les autres ont écrit, comment les autres ont pensé, alors qu'en histoire géo en français et en littérature française, on a toujours pousser les élèves à penser et donner leur avis. En français, on a la thèse, l'antithèse, la synthèse. Donc, en fait, ça nous permet un tout petit peu d'étudier un sujet de tous les côtés. Et je pense que c'est un peu ça aussi pour moi, le français, la francophonie, c'est un peu de nous pousser à vraiment réfléchir. Et c'est utile dans la vie de tous les jours, c'est utile dans le travail. C'est un apport pour moi qui était très important, vraiment, de prendre l'avis un peu de toutes les personnes et après de synthétiser, mais aussi de prendre mon avis personnel. Donc, ça pousse à réfléchir. Sinon, par rapport à la pandémie, c'est vrai que c'est très dur pour les jeunes, c'est très dur un peu pour tout le monde. Mais moi, je suis quelqu'un de très optimiste et je pense qu'il faut essayer toujours de voir les opportunités que cette pandémie nous offre, même si bon, il y a beaucoup de choses négatives. Mais en fait, avec cette pandémie, voilà, on a pu faire un Zoom avec des personnes qui sont assises très loin. Et en fait, ça a un tout petit peu démocratisé, disons, le télétravail. Ça a démocratisé le lien qui est virtuel, qui rapproche un tout petit peu finalement tous ces pays francophones, toutes les personnes francophones. Donc, en fait, grâce un tout petit peu à la pandémie, on va pouvoir atteindre des personnes qui sont un peu plus éloignées. Donc, je vois que, par exemple, les universités, maintenant, ils font de plus en plus de salons virtuels. Donc, en fait, on peut pouvoir mieux suivre voilà, les portes ouvertes d'universités qui sont à Lausanne ou qui sont au Québec ou qui sont dans des pays africains, au Sénégal, etc. Et je pense qu'en fait, il faut essayer d'en profiter de cela. Et donc, en fait, c'est ça ce que j'invite nos jeunes aussi, d'essayer un petit peu de voir les opportunités que ça peut nous offrir. Surtout avec pouvoir toucher 300 millions de personnes francophones, voilà, même s'ils ne sont pas dans la même salle avec nous. Voilà. C'est vrai. Monsieur Bertrand, c'est à vous que revient le mot de la fin. Ah non, je vous en prie, j'aurais pas le mot de la fin. Juste pour m'associer à tout ce qui a été dit précédemment. Donc, vraiment bravo pour cette belle réunion, cette belle occasion de parler francophonie, ce que jusqu'à présent, j'avais jamais fait en tant que Français. Voilà. Félicitations aussi aux élèves pour leurs questions pertinentes et puis aussi leur investissement dans cette réunion. Les élèves sont forcément des élèves qui connaissent l'étranger, qui connaissent les langues étrangères, qui sont baignés dans le multilinguisme. J'aurais été en France, je les aurais encouragés, comme je viens juste de le faire, sans trop exagérer, à sortir des frontières pour se rendre compte justement de la place de la langue française. À vous, je dirais plutôt, ayez conscience de ce trésor, ayez conscience de toute l'utilité du français pour vos études, mais aussi derrière pour votre vie professionnelle. Et je dirais même pour votre plaisir. Donc le français, c'est une langue forcément qui a été travaillée par les siècles, qui a aussi évolué avec les années, avec les cultures, avec les géographies. Lisez, faites-vous plaisir, jouez aussi avec la langue. Quel plaisir d'entendre des vers de poésie de l'ambassadeur Tim. Donc j'encourage aussi vos professeurs à vous faire aimer aussi la langue française au travers de ces règles, mais aussi de toutes ces exceptions et quelquefois de ces quelques incohérences qui désarçonnent les personnes qui l'apprennent. On n'arrive pas à comprendre pourquoi deux mots qui s'écrivent pareil ne se prononcent pas pareil. Voilà. Mais profitez et faites-vous plaisir avec cette belle langue française. Merci à tous. Merci beaucoup. Et j'espère en effet qu'on se reverra très vite en réel, si je puis dire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette table ronde. Merci, à bientôt. À bientôt.
revoir.